Je vous préviens, ça va peut-être être la vidéo la plus dense de la chaîne. Bonjour à tous et merci d'être avec moi aujourd'hui. Installe-toi confortablement parce qu'on va prendre le temps de parler à nouveau d'une marque qui a joué un rôle considérable dans ma pratique du vélo. Oui, exactement comme on l'a fait il y a quelques semaines avec Brooks England. Et comme tu l'as vu dans le titre, c'est Kona qui est à l'honneur aujourd'hui. Alors moi perso, pour ce petit moment de discussion, je vais m'ouvrir une petite bière, la petite Tronzadora. Justement que j'ai ramené d'Espagne. Je vous avais présenté la petite région Zone à Zéro et du coup pour soutenir les trails, j'ai ramené quelques bières. Donc je t'invite à te prendre un petit café, un petit thé, une petite bière ou quelque chose parce qu'aujourd'hui on va prendre le temps, on va développer le sujet. On va bien entendu se pencher sur l'historique de la marque, mais également sur mon ressenti. Ce pourquoi j'ai roulé ces vélos pendant presque 15 ans, mais aussi pourquoi je ne suis pas le seul à l'avoir fait. On a tous un vieux pote qui a commencé le vélo sur un Kona. C'était peut-être son premier freeride sur un Kona Stinky, sur un Kona Stab, ou même sur un Kona Operator plus récemment. Ou alors c'était peut-être son premier gravel. Car si la marque est un peu plus effacée aujourd'hui, dans le paysage européen et français, elle a été une véritable référence dans le monde du VTT. Et même si je dis ça, elle reste toujours une référence du VTT au niveau mondial. Et accroche-toi, parce que pour bien comprendre tout ça, nous allons repartir. Et accroche-toi, parce que pour bien comprendre tout ça, nous allons revenir quelques décennies en arrière. Accroche-toi mon petit, on repart dans le temps. Nous sommes au milieu des années 80 au Canada, à Vancouver, dans le North Shore. Pour beaucoup, cette région n'est ni plus ni moins que le berceau du VTT comme on l'imagine aujourd'hui. C'est au West Point Cycles Bike Shop que Dan Gerhard rencontre Jacob Heilbronn. Très vite, ces deux passionnés de vélo se lient d'amitié. Jack a déjà un peu d'expérience dans l'industrie du cycle. C'est un grand compétiteur en cyclocross et il est déjà l'un des 3 fondateurs de Rocky Mountain en 1981. À l'époque, on ne sait pas vraiment ce qu'est un VTT finalement. Il n'y a pas de définition précise de ce à quoi ça doit ressembler. Quelle géométrie adopter? Quelle technologie on pourrait utiliser? En 1982, Rocky Mountain introduit son Sherpa, qui propose un des premiers vélos nord-américains avec des pneus larges. Mais comme tu peux le voir, il y a encore du chemin à faire. C'est le début d'une époque où les premières marques vont essayer des trucs qui vont plus ou moins bien marcher. Parce que ce qui est le plus abouti jusqu'alors, ce sont les vélos de route. Donc au début, on part de cette base-là et on essaye de l'adapter. Nos deux compères, Jake et Dan, qui se passionnent pour ce nouveau sport, le VTT, voient défiler beaucoup de vélos dans leur shop. Ils se disent qu'ils pourraient faire vraiment mieux, et donc il y a un petit projet à faire, et qu'ils pourraient faire leur propre marque. En fait, au début, ça se passe moyen, et c'est surtout l'arrivée de Joe Murray qui va officialiser Kona et donner la bonne direction des futurs vélos. Joe Murray, c'est l'un des pionniers du VTT. Il participe aux premiers événements et il comptera dans sa carrière plus de 400 courses au compteur pour 73 victoires. Il est dans les premiers à rentrer dans le Mountain Bike Hall of Fame. T'inquiète Joe, j'arrive bientôt. En 1988, Joe devient donc à la fois le designer des vélos Kona, mais il va aussi courir en compétition pour la marque. Et à partir de là, ça va plutôt bien se passer pour Kona. Et son succès, elle le doit à plusieurs choses. Déjà, les produits pour l'époque sont excellents. Même si de nos jours, ce genre de vélo, ça fait sourire quand on voit ce qu'on est capable de faire 30 ans plus tard. Mais pour l'époque, c'est incroyable. Ces vélos sont fiables et utilisent des technologies inédites. Avec Joe à la barre, des nouvelles solutions techniques vont voir le jour. Et les géométries vont commencer à changer. C'est chez Kona que l'on est les premiers à parler de cadres sloping, c'est-à-dire des cadres avec le top tube qui est incliné, qui est beaucoup plus bas. On en avait déjà parlé dans une vidéo dédiée aux évolutions des géométries de vélo. Pour faire simple, avec un top tube plus bas, on a plus de place et le vélo gagne en maniabilité. Comme je le disais, jusqu'à présent, on venait de vélos de route avec des cadres très hauts. Pas du tout adaptés pour les terrains techniques du North Shore.
Au même moment, les vélos sont renforcés avec de nouveaux cadres acier, voire même titane. Kona développe en parallèle sa propre fourche, la superbe Project 2, avec 3 couches d'acier. Elle est à la fois confortable et robuste. C'est une superbe avancée technologique qui rencontre un immense succès auprès des pratiquants. Et d'ailleurs, sans vous spoiler la fin de l'histoire, c'est encore aujourd'hui ce type de vélo en acier simple qui fait le succès de Kona. Le Humu est encore à ce jour le vélo préféré de Dan. Par la suite, Kona va continuer de développer des modèles en fonction de l'évolution du VTT. D'abord cantonnée à des modèles hardtail, elle développe par la suite des tout suspendus. Donc suspension avant et arrière. Des modèles mémorables vont voir le jour, imposant Kona comme une figure emblématique du freeride. On parle beaucoup de VTT ici, mais Kona proposera également du vélo de route, du vélo urbain, du longtail, des fixies, en fait un peu de tout. Mais son cœur de métier restera le VTT, puis le gravel à partir de 2011. Le vélo d'aventure qui s'impose petit à petit. Ainsi, en quelques années seulement, les vélos ont drastiquement changé. En 10 ans, on passe de ça à ça. Kona est alors dans le top de ce qui se fait. Vous l'aurez compris, les vélos Kona sont bons et réputés. Mais si jusqu'à présent je vous donne l'impression que l'entreprise nord-américaine est incontournable, il faut bien admettre qu'elle n'est pas la seule à faire des bicyclettes. Des marques ont déjà rejoint la course et d'autres s'apprêtent à le faire. Avec de plus en plus de VTTistes dans le monde et la diversité des pratiques, pas de mystère, lancer sa marque de vélo est le truc à faire. Pour se démarquer de ses concurrents, Kona adopte un style décalé en proposant des vélos avec des noms assez originaux. Les fondateurs étant assez fans d'Hawaï, et oui, rien que Kona fait référence à la ville de Kailua Kona. Ils vont donner des noms en référence à certaines curiosités hawaïennes. C'est ainsi que l'on retrouve le Fire Mountain, le Lava Dome et plein d'autres. Et elle ne va pas s'arrêter là. Quitte à partir dans le décalé, autant continuer. On retrouvera le système de suspension Sex 1, Sex 2 et Sex 3. Pour Suspension Experience. Bien sûr. Le vélo a toujours été réputé pour sa poésie. Bientôt on propose le Tanuki, un petit vélo en 120 mm de débattement. Rien d'extravagant, si ce n'est que le Tanuki est un petit animal légendaire japonais qui a comme particularité d'avoir une énorme paire de noix. C'est la culture japonaise, hein. Il n'y a qu'à regarder, se pencher et se servir. Je pourrais également parler de Scratch and Sniff, mais pour ça je vais te laisser faire tes recherches parce que je pense qu'on a compris la ligne éditoriale de la marque. Et cette image est totalement assumée par l'entreprise qui commence à se définir comme la plus petite des grandes marques, et qui doit tirer son épingle du jeu. Et finalement, c'est ce qui va marcher. Avec ses choix, Kona veut simplement rappeler que, selon elle, le vélo doit rester un plaisir. On a des produits sérieux, comme on a pu le voir, mais on ne se prend pas au sérieux. Et finalement, c'est ce qui va marcher. Avec ses choix, Kona veut simplement rappeler que, selon elle, le vélo doit rester un plaisir. Sur sa philosophie, Kona, à travers ses communications, ses produits rappellent toujours l'essentiel. Le vélo, c'est fait pour s'amuser. Prends ton vélo et va profiter de l'extérieur. Des petites marques qui font des bons vélos, il y en a eu beaucoup depuis le début du XXe siècle. En France et en Angleterre, on n'est pas en reste. On a de bons petits artisans. Mais par contre, pour obtenir ce titre international, il faut prendre ce tournant. Délocaliser. Et je suis obligé de faire cette grimace quand je vous parle de ça. À la fin des années 90, si tu veux devenir un géant du cycle, l'enjeu est de produire en Asie. Et toutes les grosses marques vont faire ça. L'industrie du cycle va littéralement s'installer là-bas. La construction des cadres et l'immense majorité des pièces détachées. C'est là-bas que ça se passe. Au début des années 90, Kona est encore une petite entreprise qui n'a pas beaucoup d'argent. C'est le nom et l'image de Joe Murray qui va lui permettre de se développer à l'étranger. Kona déménage ses bureaux et sa plateforme logistique aux United States of America, à Bellingham, pour s'agrandir, améliorer sa logistique et favoriser ses ventes sur le marché américain. En 1995 sera également fondée Kona Europe, pour gérer de manière autonome cette partie du globe.
Côté compétition, Kona n'est pas en reste. Parce que si le vélo c'est fait pour le plaisir, mais que le plaisir c'est d'aller éclater quelques chronos, bah pourquoi pas? Après tout, on a des vélos faits pour ça. En plus, pour faire parler de ses modèles, une marque doit passer par quelques podiums pour faire la une des magazines. Avec les réseaux sociaux, c'est un peu moins, voire pas du tout le cas aujourd'hui. Alors vous imaginez bien qu'avec un historique pareil, le nombre d'athlètes qui vont passer sous l'étendard Kona, il y en a beaucoup. Je pourrais pas tout citer, mais on va quand même se faire une petite sélection. On peut commencer par Steve Pitt et Greg Minnaar. Alors je vais simplifier, mais on a affaire à deux légendes du vélo de descente ici. Il y a eu Graham Agassiz, figure incontournable du freeride, Connor Fearon pour 10 ans quand même. Quelques Frenchies ont représenté la marque. Fabien Barel pour 50 collaborations. De 2003 à 2007, et 2 titres de champion du monde, 2004 et 2005, avec son Kona Stab suprême. Pour ma part, je dois quand même citer Antoine Bizet, qui lance en 2016 un double backflip à la Red Bull Rampage avec son Kona Operator 26 pouces. Une première sur l'événement. Côté féminin, je citerai Miranda Miller, championne du monde en 2017 et multiple championne sur le circuit canadien. Je peux pas citer tout le monde ici, mais je suis sûr que tu as un nom en tête que tu peux laisser en commentaire. Si les athlètes ont forcément joué un rôle important, Kona s'est appuyé sur d'autres personnes pour exprimer sa vision du vélo. Ses ambassadeurs, des personnes qui transmettent de belles valeurs sur le vélo, mais également en dehors. Généralement, il s'agit de créatifs, d'artistes, des dessinateurs, des vidéastes ou plus simplement des mécaniciens passionnés. Des personnes qui n'évoluent pas sur le circuit pro, mais qui ont de belles choses à dire et à partager. Je peux pas te faire de liste non plus tellement il y en a eu. Mais à travers tous leurs projets, ils ont fait vivre le vélo et grâce à ça, Kona a pu développer une véritable communauté. Car si tu aimes bien la marque, sache qu'il y a des fans hardcore qui ont des dizaines et des dizaines de vélos dans leur garage. Cette communauté alimente énormément les forums et les réseaux sociaux. A noter que certains sont mis en avant sur le forum officiel de Kona. C'est pratique car si tu veux te faire un montage exotique, tu peux être certain que quelqu'un a déjà eu un peu la même idée. Si tu prends le Honzo par exemple, un Honzo Single Speed Flat Bar en 140 mm de débattement, eh ben c'est fait. La liste est longue, mais le Kona Kog est une véritable mine d'or. Et tout ça, ça marche beaucoup. Je peux te prendre moi comme exemple d'ailleurs. En 2017, je regarde la vidéo de Erkki Puntila, un ambassadeur Kona qui sort le projet Not Far From Home, Destination North. Avec son Unitix, rien ne semble l'arrêter. C'est presque les premières images que j'ai vues sur le bikepacking. Et bien, quelques mois plus tard, je partais direction l'Écosse, avec un Unitix. Pas de mystère. À la fin des années 2000, le vélo a encore pas mal changé. Et en VTT, on a passé un cap en termes de concurrence, et on a toujours plus de disciplines. Et il y a une chose dont on commence à pas mal parler, c'est l'enduro. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. Mais il y a 15 ans, c'était encore flou. On est encore sur du cross-country all mountain si tu veux pédaler, ou alors sur du freeride, si ton truc c'est plutôt d'avoir du gros débattement. Mais alors là, tu vas te taper des suées pour grimper. C'est timidement que l'on commence à parler d'enduro. Des vélos avec des gros débattements qui peuvent monter, ça existe, mais rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Chez Kona, le vélo qui s'en rapproche le plus à ce moment-là, c'est le Kadabra, ou le Abra Kadabra. Il n'y a pas de blague. Il figure dans la catégorie All Mountain, même si on peut apercevoir Enduro dans la description. Mais voilà, le design est un peu vieillissant, et la géométrie aussi. À ce moment-là, Kona propose son célèbre Magic Link, une double suspension arrière avec la promesse de gagner du confort en descente sans être pénalisé à la montée. Il ne trouvera malheureusement pas forcément son public en Europe, car trop complexe pour une large majorité des pratiquants, un peu lourd, un peu trop tout simplement. Bref, vous le savez, quand certains appellent ça une grande innovation, d'autres qualifient ça d'usine à gaz tellement c'est complexe. Perso, j'ai jamais testé, et si quelqu'un a déjà essayé le Magic Link, je suis assez intéressé d'un retour en commentaire. Moi je me dis que ça fait partie de ces technologies qui marchent vraiment bien quand elles sont bien entretenues et bien réglées, mais qui sont plus une source de problèmes pour les VTTistes occasionnels sans vocation à être hyper soigneux avec leur vélo. Malgré tout ça, le système va perdurer quelques années, mais en 2010, je trouve que l'écart se creuse pas mal. Quand on a ce fameux Kadabra en 2010, la même année, Specialized arrive avec son modèle Enduro SL Comp. Et ça fait déjà un peu plus moderne. En plus, ils notent ça Enduro, voilà, comme ça c'est dit. Je voulais le mettre parce que sincèrement, ce vélo a 14 ans et je trouve qu'il a hyper bien vieilli, non? Et même niveau géo, c'est pas dégueu.
Je l'avais vu en vrai, j'avais un pote qui l'avait, et moi en même temps j'avais un Kona dogmatique de 2005-2006. Tu vois, mais alors vraiment le gap entre les deux en 5 ans, c'est fou. Tu vas me dire que c'est normal, mais là quand je regarde mes vélos actuels, je trouve qu'ils ont vraiment moins vieilli sur le même laps de temps. C'est fou, il y a encore quelques années, 1 an de développement sur un vélo pouvait révolutionner la discipline. Même si Kona sort des modèles qui fonctionnent, c'est pas le top tendance là. En fait, quand tu regardes, Kona a essayé des trucs. Et comme de partout, des fois c'est bien, et des fois c'est pas bien. C'est facile, aujourd'hui on a du recul, et notre jugement est biaisé par tout ce qu'on connaît. Et la marque reconnaîtra qu'il y a eu des loupés. Mais c'est ce qui permet aussi de faire évoluer les vélos chaque année, vers quelque chose de meilleur. On a vu qu'à ses débuts, Kona proposait la Project 2, elle a ensuite essayé de faire mieux. Elle a proposé la Zenkling 4, qui s'est avérée être un échec. Elle n'était pas fiable, ils l'ont donc abandonnée, détruite, et on était retourné à la Project 2. Mais au moins, on a su qu'on n'allait pas dans la bonne direction. Je trouve que c'est en 2014, avec les nouveaux looks des préceptes et des process, que Kona entre réellement dans l'ère moderne de l'enduro. Parce que si elle a en effet sorti des modèles moyennement aboutis, elle est encore capable de sortir des dingueries. Le Onzo ISD est pour moi un exemple récent parfait. Un enduit rigide radical dans sa géométrie. Il a fait beaucoup de bruit, hein, enfin, dans la catégorie acier nerds enduit rigide. Mais sans déconner, hein, il y a des gars qui roulaient en tout suspendu et qui ont remis leur mode de vie en question. Ils se sont dit, mais pourquoi j'ai une suspension arrière? Oui, je suis toujours dans l'exagération, inspiré de faits réels. D'ailleurs, son modèle historique, c'est le Onzo tout court. Et à force de voir des pratiquants mettre de grosses fourches dessus, ils ont dit « Ok, on a compris, le voilà ton enduit rigide ». Et pour citer Jake, « This industry has never worked from top down, that's why we're out there trying to figure out what people are doing with their bikes ». Et la traduction que j'ai faite est moins stylée, mais comprenez. Cette industrie n'a jamais marché de haut en bas, c'est pour ça que l'on essaye toujours de comprendre ce que les gens font avec leur vélo. Et dans une industrie qui impose parfois ses standards, ça fait du bien d'entendre ça. En 2020, le Covid passe par là, et ce que l'on pensait être alors une opportunité pour l'industrie du cycle s'avère être en fait une catastrophe. Avec la pandémie, les gens se ruent sur les vélos, plus un modèle en stock. Et oui, fortune garantie pour qui se lancerait dans le cycle donc. On recrute à tour de bras, sauf que de 1, les prochains stocks sont bloqués à l'autre bout du monde, et de 2, une fois la demande revenue à la normale, c'est la catastrophe. Les vélos s'entassent, les shops ferment les uns après les autres. Les teams pour la compétition se rétrécissent et on se serre la ceinture. On te vend 2 vélos pour le prix d'un et aujourd'hui on est encore un peu dedans. C'est extrêmement résumé, certains s'en sortent mieux que d'autres, mais globalement c'est encore un peu la loose. Et ça a dû jouer puisqu'en 2022, l'entreprise est rachetée par Kens Outdoor. La news a fait le tour des réseaux chez les passionnés. Quoi, la fameuse petite des grandes marques n'est plus? C'est trop tôt pour savoir ce que cela implique. Certaines personnes sont parties, d'autres sont restées. Les fondateurs historiques vont apparemment rester plus ou moins impliqués et l'image devrait rester ce qu'elle est. Mais qui dit grand groupe, dit nouveaux objectifs. On ne sait donc pas de quoi demain sera fait, mais Kona semble miser sur la diversité de son catalogue. Si l'entreprise a pris pas mal de retard sur l'électrique, comme beaucoup de marques nord-américaines, elle a une réputation solide dans le gravel. La demande étant ce qu'elle est, c'est donc ces 2 grandes catégories qui seront sans doute mises en avant ces prochaines années. En plus de ça, Kona croit énormément au vélo comme solution de mobilité pour l'avenir. Ainsi, quand je parle de modèles électriques, ça n'est pas forcément de VTT dont je parle, mais peut-être plus de modèles urbains ou hybrides. Même si on devine facilement mon avis sur Kona, je voulais quand même te dire ce que cette marque représente pour moi. Je suis né à la fin des années 90. Et à cette période, c'est le Kona Explosive Team Edition qui s'apprête à sortir. Voilà, je voulais juste te donner cette info, elle est gratuite. Et ça n'a rien à voir puisque mon premier vélo sera un Ricky Rock. Il faudra attendre mes 14 ans pour que je me procure mon premier vrai VTT. Avec le sticker norme de sécurité. À cette époque, pas question d'acheter de vélo neuf. Aujourd'hui, les vélos sont chers dans un sens où il ne semble plus y avoir de plafond pour des machines avec des technologies impressionnantes. Mais à l'époque, les vélos étaient chers également, pour des technologies moyennement abouties. Je passe les vacances donc sur un site de vente d'occasion, à la recherche de la petite pépite. Et là, coup de cœur, il est là, le Giant Trance X5. Donc toujours rien à voir. Hein. Il me file entre les doigts et c'est finalement ce superbe Kona dogmatique que je vais trouver. Un peu par hasard donc. Pourtant, c'est le début d'une longue histoire puisque des vélos Kona, je vais en avoir pas mal. Mon premier 27,5 avec le Kona Precept, vélo
incroyable, mon premier 29 avec le Unit, vélo mais vraiment incroyable, et mon premier DH avec l'opérateur. Vélo... pas incroyable. Mais en fait, ces vélos, c'est aussi mes premiers savoirs mécaniques. Et je fais d'ailleurs un peu n'importe quoi. Je mets une fourche de 150 mm pour un vélo prévu en 100 mm, et c'était trop bien. Et la géométrie, on s'en fiche. Je pourrais te détailler tout ça, mais je pense qu'on fera ça dans une autre vidéo. En tout cas, ce sont des vélos qui ont fait partie de mon apprentissage. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à les rouler. Et à force de progresser, j'ai partagé ici ce que j'avais appris en mécanique et en voyageant. En 2022 et 2023, j'ai la chance d'intégrer le programme ambassadeur officiel de Kona. J'ai eu ma tronche affichée sur le site. Et ça, pour le vététiste que je suis, et pour le gamin que j'étais, ça a été un honneur. Oui, j'étais vraiment heureux. Non mais à la base, j'allais m'inspirer sur cette page, et aujourd'hui, c'est ma tête qu'il y a dessus. Au final, vous l'aurez compris, j'ai passé de bons moments, et je me suis toujours retrouvé dans leurs produits. J'ai aujourd'hui 3 vélos Kona qui feront peut-être l'objet d'une vidéo prochaine. Je m'abonnerai si j'étais toi, pour pas louper ça. Je ne suis pas non plus marié à une marque. J'ai pu rouler plein d'autres vélos formidables et l'avenir nous réserve peut-être des surprises niveau matos. J'ai essayé de vous faire ce petit tour dans le temps d'une marque pilier de notre beau sport. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas Kona, on ne peut pas le nier qu'elle a joué un rôle important dans le monde du vélo. En restant passionnée, elle a proposé des vélos fun à rouler et à personnaliser. Elle était là au début, à une période où l'industrie ne savait pas toujours où elle allait. Alors forcément, il y a eu des loupés. Des loupés qui ont ouvert la voie aux machines que l'on possède aujourd'hui. C'est cette vision, son côté décalé et le fait d'assumer des produits avec des noms particuliers qui ont fait son succès. Elle a su créer des vélos par conviction. Quand le Kona Process 167 sort... Oui, je parle 2 secondes de ce vélo, parce qu'il est juste magnifique. Mais ils le sortent en 26 pouces, là où tout le monde est déjà en 27,5. Mais voilà, 26 is not dead comme on dit. Bref, je voulais juste qu'elle ait un vélo de plus. Kona laisse de la place à la créativité, et pas qu'à la performance sportive. Avec ses ambassadeurs, elle sait faire de la place à des gens en dehors du circuit pro. Et je vais pas te mentir, je me sens de plus en plus déconnecté de ce milieu pro. Je me reconnais plus dans des petits articles de personnes passionnées du vélo et de la beauté de la nature. Dans un secteur qui fait de moins en moins de place à l'originalité et accorde plus d'importance à la performance, on retrouve une philosophie qui sort du lot. Notre pratique et notre monde évoluent. Kona devra faire face à de nouveaux challenges, les enjeux environnementaux, le coût des matériaux, tout en gardant son image. C'est une marque que je vais continuer à suivre et j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve à l'avenir. Pour ma part, c'est un plaisir de vous partager ce monument du vélo. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Je tenais à remercier tout le staff Kona, en particulier Nico et Lacey qui ont fait et qui font un superbe travail avec les ambassadeurs. Je suis désolé pour tous les noms que je n'ai pas cités, qui ont pourtant fait de Kona ce qu'elle est aujourd'hui. Encore merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et qu'est-ce qu'on pense de cette bière? Franchement, j'aime bien, je m'attendais pas à ça, tu vois. Ça peut pas être une blonde? Ah, c'est écrit en espagnol, je comprends rien. Je crois que du coup, ça fait un don de 10 centimes. C'est pas ouf, hein. Ça tourne? On a des produits sérieux, comme on a vu, mais on ne se prend pas au sérieux. Ah putain, il y a un changement de luminosité. Changement de luminosité, c'est bon, ça repart. On a des produits sérieux, comme on a vu, mais on ne se prend pas au sérieux.